Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette rencontre au dialogue franco-russe. Je suis Natalia Rodkiewicz, journaliste, et je suis ravie d'animer cette rencontre, la dernière de l'année 2020, qui a été une année bien particulière et fort éprouvante pour tous à divers degrés. Lors de cette interview qui se veut un petit bilan de l'année, on évoquera naturellement l'actualité sanitaire et ses conséquences géopolitiques. Mais 2020 a également été riche en événements internationaux de toute première importance, notamment les élections aux États-Unis, mais aussi le violent conflit armé dans le Caucase, réglé avec la médiation de Moscou, ou encore des turbulences sans précédent en Biélorussie, pays voisin et un très proche partenaire de la Russie. Nous avons donc beaucoup de sujets à aborder avec notre invité de ce soir, Alexei Konstantinovich Pushkov, sénateur, président de la Commission pour l'information et les médias au Sénat de la Fédération de Russie, diplomate expérimenté et l'un des meilleurs connaisseurs russes des relations internationales. Il est aussi un parfait francophone, on ne perdra donc pas de temps en introduction. Je vous propose alors qu'on commence sans tarder cette interview. Et on commencera par un sujet d'actualité brûlante, à savoir le vaccin et la vaccination contre le Covid-19, la vaccination qui a déjà commencé en Russie. En effet, le ministère de la Santé russe a enregistré le vaccin contre le Covid-19 Sputnik V en août, et début décembre, la Russie a lancé la vaccination. Donc ce vaccin tant attendu, ce n'est pas seulement l'enjeu sanitaire, l'enjeu de la santé publique, mais aussi un élément de ce qu'on appelle soft power, un instrument des luttes d'influence. Et en lançant donc sa campagne de vaccination, en mettant au point le vaccin plus tôt que les pays occidentaux, le gouvernement russe a sans doute voulu marquer un point dans cette compétition. Aussi, la méfiance manifestée presque partout en Occident vis-à-vis de ce vaccin russe est-il perçu à Moscou comme une tentative de discréditer la Russie plutôt que comme un réel doute médical? Je vous laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. Vraiment, c'était une année assez exceptionnelle, bien que avec un signe plutôt minus, mais nous espérons toujours que l'année suivante sera meilleure. En ce qui concerne cette compétition sur le front médical, ce que je peux dire à coup sûr, c'est qu'il y a une certaine jalousie de la part de quelques pays occidentaux. On la ressent surtout de la part des pays anglo-saxons, qui se considèrent comme les leaders du monde contemporain, mais qui ont démontré une très faible capacité de faire face à cette pandémie, qui a démontré de grandes lacunes et un côté très fragile du système médical, du système de maintien de santé aux États-Unis et aussi en Grande-Bretagne. J'ai vu récemment quelques chiffres sur le nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur 1 million de personnes. Et je dois vous dire que bien qu'en position numéro 1 passe la Turquie, la position numéro 2 c'est les États-Unis, la position numéro 3 c'est la Suède et la position numéro 4 c'est la Grande-Bretagne. La Russie est en position 11-12. Donc je pense que cette réalité qui a été assez désagréable pour les Américains, aussi pour les Britanniques, au printemps déjà, elle s'est accentuée par le fait que la Russie a su lancer 2 vaccins qui aujourd'hui qui sont à la portée, qui deviennent à la portée d'un grand nombre de personnes. Il y a le vaccin Sputnik V qui est recommandé pour les personnes moins âgées que 60 ans. Et il y a un autre vaccin qui a été produit par un laboratoire à Novosibirsk qui s'appelle Vektor. Et Vektor, pas Victor, mais Vektor, oui, c'est écrit par E.
vecteur en français. Et donc ce vaccin, il est considéré comme préférable pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Donc voilà, il y a deux types de vaccins. La vaccination a déjà commencé. Ça se produit pas seulement à Moscou, mais aussi dans les régions. Par exemple, je représente dans la Chambre supérieure au Sénat russe, je représente la région de Perm. Je sais que quelques mille vaccinations ont été déjà distribuées dans la région, surtout pour les médecins et les instituteurs aux écoles. Donc pour les personnes qui ont le plus de contact avec les gens et donc qui sont considérés comme un groupe de risque et pour lesquels la vaccination doit être faite en priorité. Petit à petit, je pense que ce vaccin va être distribué pour de plus larges groupes de gens en Russie. Donc, c'est quelque chose qui a déjà commencé. Je connais personnellement plusieurs personnes qui ont déjà fait la vaccination. Et je pense que c'est vraiment une réponse pratique. Ce n'est pas une réponse rhétorique. Ce n'est pas une réponse idéologique. Ce n'est pas une propagande. Ça existe. Et ça existe et ça marche. Et donc, on a vraiment dévancé les Américains dans cette course vers le vaccin. Mais je dois souligner que la Russie n'a pas fait de sorte que nous considérons ça comme une compétition pour la première place dans le monde. Bon, on est content qu'on a ces deux vaccins, mais on n'a pas fait de campagne publique contre le vaccin qui est distribué aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, bien qu'il paraît qu'il y a quelques côtés douteux avec ce vaccin, mais on n'a jamais fait de campagne. Nos médias n'ont jamais écrit que c'est un mauvais vaccin, et ainsi de suite. Donc, je dois remarquer cette différence d'approche entre la Russie et les pays anglo-saxons qui ont vraiment essayé de persuader le monde que le vaccin russe n'est pas le meilleur, et que le meilleur, bien sûr, ça doit venir des États-Unis, bien que, avec 17 millions de gens touchés par la maladie et plus de 130 000 de cas de décès aux États-Unis, je ne pense pas que les États-Unis peuvent vraiment se placer en tant que numéro un, que leader dans cette lutte. Je pense que les États-Unis ont démontré l'incapacité de faire face à cette épidémie, comme je l'ai déjà dit. Et donc, cette attaque contre la vaccination en Russie, contre le vaccin russe, c'est aussi une forme de réhabilitation pour les États-Unis. Ils disent que oui, les Russes ont su limiter les effets négatifs de cette pandémie, mais ils ont un vaccin très douteux. Eh bien, voilà, je dois vous confirmer que le vaccin n'est pas douteux, que je n'ai entendu que de quelques cas d'effets secondaires, et ces effets passent pendant une journée, et donc ça marche. On n'a pas eu de cas de gens qui auraient attrapé cette maladie après avoir été vaccinés. Donc nous considérons cela comme un chemin qui donne un espoir de surmonter ce défi. C'est un défi international, mais aussi un défi national. Et je pense qu'avec cette vaccination, vers l'été 2021, nous aurons des résultats assez positifs et on pourra déjà parler de la sortie de cette épidémie. Et à vrai dire, il n'y a pas ici de bad feelings, comme disent les Anglais, envers les Américains. Nous leur souhaitons un grand succès avec leur vaccination. Ils ont choisi ils ont cette vaccine Pfizer. Eh bien, c'est bien qu'ils la font, parce que dans le monde contemporain, si une nation est guérie, ça ne veut pas dire que le monde est guéri. Donc on voit que, par exemple, en Chine, il y a très peu de cas de Covid-19. Et dans certains pays d'Extrême-Orient,
par exemple, au Taïwan, il y a quelques cas. Mais pour que le monde soit guéri, tout le monde doit être guéri. Donc, nous sommes intéressés que les pays anglo-saxons surmontent aussi cette épidémie et que pendant l'année 2021, le monde retourne vers une certaine normalité. En parlant de cette interconnexion mondiale, l'une des premières conséquences de la pandémie, la conséquence la plus flagrante, a été un coup de frein donné au processus de la mondialisation telle qu'elle s'est construite depuis 30 ans, une vraie mise en cause de cette globalisation, parce que de nombreux États ont été obligés de fermer les frontières, de ralentir les échanges et de remettre au goût du jour des concepts de souveraineté étatique, d'indépendance, des idées chères à la Russie qui se présente volontiers comme une démocratie souveraine qui promeut ce modèle. Pensez-vous que la globalisation peut reprendre de plus belle dès que la pandémie sera maîtrisée, ou que ce retour en arrière est impossible et que le monde d'après Covid sera nécessairement très différent du monde d'avant? Je pense que nous assisterons à une fusion du monde d'hier, quand le monde marchait vers une globalisation sans limite, ou presque, et le monde de ces 2 dernières années, touché par l'épidémie, qui a démontré certains côtés négatifs de la globalisation. C'est qu'il n'y a pas de processus dans la vie sociale, économique, qui aurait seulement des côtés positifs. S'il y a des côtés positifs, il doit y avoir des côtés négatifs. Et donc, la globalisation a évidemment un très grand côté négatif, c'est que ce n'est pas seulement une globalisation des finances, des économies, des productions, des contacts humains, des idées, d'échanges de conceptions, de théories et de points de vue, mais c'est aussi une globalisation des virus. La première globalisation, enfin les débuts de la globalisation, quand des navires venant de la Chine et de l'Inde sont arrivés à Venise en apportant la peste, ça a déjà démontré les dangers de cette interaction intensifiée entre diverses parties du monde. Aujourd'hui, nous savons très bien que les virus n'ont pas besoin de navires, ils n'ont pas besoin de trains, ils voyagent par avion. Et donc, cette menace, à mon avis, pesait sur l'humanité depuis déjà assez longtemps. Depuis qu'en 1979, on a découvert le virus d'Ebola en Afrique centrale, au Congo. Et le cauchemar de tous les épidémiologistes du monde était une personne touchée par Ebola qui prend un vol pour Francfort ou Londres, d'où des centaines de passagers pourraient transporter cette maladie dans des coins différents du monde. Nous avons eu de la chance avec l'Ebola, paraît-il, parce qu'il paraît que c'est un virus local qui ne se propage pas très bien dans des conditions climatiques autres qu'en Afrique centrale. Mais depuis ce temps-là, on a eu déjà des précédents. On a eu le SARS, on a eu la pneumonie atypique, on a eu quelques autres épidémies qui étaient assez brèves, mais qui ont déjà épouvanté le monde. Quelques grippes très spéciales qui sont aussi venues des pays de l'Extrême-Orient. Et je pense que après ces quelques précédents, la logique du procès était qu'il y aura un virus qui va toucher enfin le monde entier. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, je pense que la globalisation a beaucoup contribué à la propagation de ce virus.
Et je ne suis pas du côté de ceux qui accusent la Chine et disent que c'est un virus chinois. Ce n'est pas prouvé. C'est peut-être un virus importé en Chine. C'est peut-être un virus qui est venu d'où on ne sait où. C'est peut-être un virus qui est apparu dans plusieurs pays en même temps. À mon avis, même les grandes autorités de la science et de la médecine n'ont pas de réponse à cette question. Donc, je pense que ce qu'on peut constater à coup sûr, c'est que la globalisation a beaucoup contribué à la propagation de ce virus. Aussi, un deuxième phénomène qui s'est avéré assez important, c'est que seulement l'État peut faire face d'une manière efficace à cette pandémie. On a beaucoup entendu dans les milieux globalistes, néolibéraux, que le XXIe siècle, c'est la fin de l'État. C'est la fin de l'économie étatique, c'est la fin de la vie sociale organisée par l'État, c'est la fin des frontières, c'est déjà un monde qui est dirigé par d'autres processus, d'autres phénomènes, que le libre-échange devient la qualité prépondérante du monde contemporain. Eh bien, cette maladie a démontré que les pays où l'État a conservé la capacité de mobiliser de ressources importantes pour contrer la maladie, eh bien, ces pays se sont trouvés dans une meilleure situation que les pays dits libéraux. Par exemple, aux États-Unis, le président ne peut pas dicter sa volonté à différents États du pays qui ont leur propre système médical et qui prennent les décisions dans ce domaine eux-mêmes, parce qu'ils ont une grande autonomie au niveau des lois locales. Eh bien, le résultat, on le voit. J'ai déjà dit que c'est 17,5 millions de cas. Et de l'autre côté, c'est la Chine. Avec, je ne sais plus, une centaine de mille de cas. Et même quand on dit que la Chine a peut-être joué un peu avec les chiffres, si nous augmentons par 10, par exemple, ça sera 1 million. Ce n'est pas dans les 17-18 millions, avec une population d'1,5 milliard d'habitants. Et donc, ça a déjà démontré que cette capacité de mobilisation qui est possédée par des États forts est un côté fort dans la lutte contre des phénomènes pareils. Et donc, la Russie, je pense aussi, a su conserver les éléments les plus importants du système médical russe, soviétique, russe et soviétique, qui était basé sur une capacité de concentration d'efforts et d'organisation à l'échelle nationale d'un système de réaction à une épidémie possible. Il y a eu dans notre pays beaucoup de réformes depuis la fin de l'Union soviétique, mais heureusement, on n'a pas réformé cet élément de notre système de maintien de santé. Et c'est pour ça que ça a marché, à mon avis, beaucoup mieux que dans plusieurs pays qui ont adopté une attitude plutôt libérale à leur système de santé et qui, comme l'Italie a démontré, essayaient de faire des économies sur ce système de santé. L'Italie a économisé pendant 12 ans 38 milliards d'euros sur le système de santé, et ça a été recommandé à l'Italie par Bruxelles, par la Commission européenne. Peut-être dans les conditions normales, ça aurait été une économie efficace. Mais à mon avis, l'Italie a payé beaucoup plus aujourd'hui que ces 38 milliards en étant un des premiers pays de l'Europe à souffrir du Covid-19. Donc, je pense que ce qui sera reconnu par des gens objectifs après cette épidémie, qu'on ne peut pas arrêter la globalisation. Impossible. C'est un processus qui va continuer. Mais on peut la corriger. Il faut tout de même maintenir un certain contrôle des frontières. Il faut fermer les frontières quand il y a un danger pour votre population. Il faut avoir des capacités nationales de réaction
opérative et efficace à une attaque possible d'un virus inconnu. Il faut certainement avoir dans l'échelle de la production les éléments nécessaires pour contrer une épidémie pareille. On ne peut pas dépendre d'un autre pays pour les masques, par exemple. Parce que je me rappelle aussi ce débat sur les masques, il y avait eu ce débat sur les masques en Russie aussi, en mars-avril. On se demandait, mais où sont les masques? Et on nous promettait que voilà, les masques vont venir. Aussi, je sais qu'il y a eu un débat sur les masques en France. Où sont les masques? Exactement. Je sais que les Américains ont privatisé, entre guillemets, les masques qui étaient désignés pour l'Allemagne. Il y a eu un scandale entre Berlin et Washington parce que un grand nombre de masques venus de la Chine ou de quelque part se sont retrouvés aux États-Unis au lieu de se retrouver en Allemagne. Et donc, je pense que voilà, les masques doivent être fabriqués dans votre propre pays. Vous ne devez pas dépendre du Vietnam pour la fabrication des masques parce qu'ils ne peuvent jamais arriver. Et aussi pour les vaccins, aussi la même chose pour les médicaments nécessaires qui traitent la maladie pour que les gens puissent prendre ces médicaments à domicile, ne pas aller nécessairement à l'hôpital comme les hôpitaux sont surchargés. Aussi, toutes ces technologies médicales qui permettent une aération artificielle des poumons, tout ça, ça doit être fabriqué aux échelles nationales. Enfin, pour des pays avec d'importantes économies au moins, comme la Russie, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, et ainsi de suite. Donc je pense qu'il y aura une correction de la globalisation. Je pense que les gens, oui, les gens voudraient vivre comme avant. C'est un désir que l'on voit un peu partout dans le monde, aussi il existe en Russie. On n'a pas de Covid parties comme aux États-Unis qui lancent des Covid parties, comme ils disent, pour montrer que le virus n'existe pas. Et puis ils tombent malades et ils disent « Ah, je ne savais pas que c'est aussi sérieux ». Non, on n'a pas de on a des Covid dissidents qui disent que cette épidémie n'est pas aussi dangereuse qu'elle est dépeinte par les autorités, mais en principe, les gens conservent un assez grand niveau de discipline face à cette épidémie. Et je pense que le niveau de discipline est absolument nécessaire pour contrer des choses pareilles. Les Chinois s'en sont sortis assez vite, justement parce que les Chinois, comme les Japonais, comme les habitants de Taïwan, Corée du Sud, ce sont des gens qui ont le sens de la discipline. Les Américains, ils ont le sens de easy life. Vous voyez, ils veulent se sentir libres dans toutes les situations. Et on voit des résultats très, très, très différents. Donc, je pense qu'il y aura aussi une certaine correction de la vie sociale. Il y aura plus de méfiance pour aller dans les contrées qui peuvent être touchées par quelques épidémies ou par quelques nouveaux développements dans ce domaine. Je pense que le monde sera moins libre dans sa conduite. Mais je ne pense pas que la globalisation va stopper. Non. Si on va exister, si on va vivre dans un autre monde, ça sera un monde avec une globalisation corrigée. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Mais pas dans un monde de pays qui vont s'isoler et ainsi de suite. Je ne pense pas que c'est possible. Ça ne peut pas devenir le mode de vie du XXIe siècle. Passons maintenant aux élections américaines qui ont-elles aussi été très particulières cette année, marquées comme rarement par le passé par de violentes tensions et contestations. Mais commençons déjà par faire un petit bilan de la présidence de Donald Trump. Durant toute sa présidence, on n'a pas arrêté de parler de l'ingérence russe dans les élections 2016, l'ingérence qui aurait favorisé le candidat républicain. Or, même en faisant un bilan très sommaire de sa présidence, on n'a pas l'impression que les rapports bilatéraux entre la Russie et les États-Unis se sont améliorés.
Confirmez-vous que les 4 dernières années ont été plutôt mauvaises pour le dialogue américano-russe? Il est certain que le président Trump n'a pas été commode pour l'Europe, mais finalement, a-t-il été commode pour la Russie? Non. Les relations entre les États-Unis et la Russie ont dégradé encore plus que du temps du président Obama. Et aujourd'hui, on est à un niveau très bas de ces relations. Les dernières nouvelles ne sont pas réconfortantes non plus. Les Américains sont en train de fermer 2 consulats généraux en Russie. C'est dans la ville de Yekaterinbourg, dans l'Oural, et dans la ville de Vladivostok, en Extrême-Orient. Et je considère ça comme un signe introduction de limites très prononcées dans les relations entre les États-Unis et la Russie. C'est qu'ils sont en train de faire le camp d'une certaine manière. Ils conservent maintenant une ambassade à Moscou où vont se produire aussi tous les services consulaires. Je pense que c'est une évolution qui a commencé sous le président Obama, qui a continué sous le président Trump et qui va s'accentuer sous le président Biden. À mon avis, si on parlait d'une guerre froide entre la Russie et les États-Unis pendant que Trump était à la Maison-Blanche, aujourd'hui, on aura une guerre froide plus accentuée, plus agressive, menée par les États-Unis contre la Russie. Du temps de Trump, c'était peut-être une guerre froide passive. Aujourd'hui, l'administration Biden envoie des signaux qu'elle voudrait passer à une guerre froide plus active, plus agressive. En ce qui concerne les élections de 2016 et de l'ingérence russe du côté du président Trump. Premièrement, je pense que c'est une bêtise du début jusqu'à la fin. Premièrement, si la Russie aurait pris part dans cette élection, comme c'est dépeint par les médias américains ou la classe politique américaine qui considère la Russie comme un ennemi des États-Unis. Pourquoi les résultats sont tellement piteux? Trump a introduit plus de sanctions contre la Russie que Obama. Personne n'accuse Obama d'avoir été, son élection, d'avoir été le résultat d'une ingérence russe. Et Trump a beaucoup plus fait contre la Russie que le président Obama. Donc déjà, il y a un côté très douteux dans cette logique. Deuxièmement, une ingérence russe, si la Russie est aussi puissante et peut déterminer le cours des élections, pourquoi cette fois-ci c'est Biden qui a gagné? J'ai une question. Pourquoi cette fois-ci personne n'a parlé de l'ingérence russe? Parce que c'est Biden qui a gagné. Donc l'ingérence russe, c'est un spectre, c'est un mythe qui a été lancé dans l'opinion publique américaine et aussi internationale pour expliquer la chute de Hillary Clinton. Et je dois dire aux démocrates américains qu'ils ont choisi un très mauvais candidat pour contrer le président Trump. Parce que Hillary Clinton est honnêtement détestée par une grande partie de la population américaine. Et ce n'est pas notre faute. C'est la faute à Mme Clinton, c'est la faute au Parti démocratique aux États-Unis, mais ce n'est pas la faute à la Russie. Et donc c'était un candidat évidemment faible, irritant pour une grande partie des électeurs américains, un personnage qui a été trop longtemps dans les couloirs de pouvoir de Washington. On n'aime pas Washington aux États-Unis. C'est connu dans le monde entier. Et donc, Hillary Clinton était une personnalisation d'une capitale détestée par la grande majorité de la population américaine. Et Trump était un personnage assez exotique d'une certaine manière, reconnu comme proche
des Américains dans le Midwest, dans le sud du pays, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'elle a gagné. Il n'y avait pas d'ingérence. D'ailleurs, je dois vous dire que cette conception de l'ingérence russe, à mon avis, elle était présente dans les médias, la classe politique américaine aussi, parce qu'il devait expliquer pourquoi la classe libérale a perdu à M. Trump. Et donc, il ne pouvait pas dire que nous avons loupé notre parti. Hillary Clinton était un mauvais candidat. Les libéraux ont fait un très mauvais travail pendant 8 ans qu'Obama était au pouvoir. Et c'est pour ça que Trump a été choisi. Non. Ils devaient expliquer ça par des facteurs externes aux États-Unis. Ils ne pouvaient pas dire que nous avons perdu. Ils ont dit c'est parce que les Russes ont fait cette chose-là. Les Russes n'ont pas fait cette chose-là. Je me rappelle une rencontre avec un groupe de sénateurs américains qui sont venus en Russie en 2018, si je me rappelle bien. Et en novembre 2018, il y avait des élections intermédiaires aux États-Unis, les élections pour le Congrès. Et un de ces sénateurs, avec l'approbation de tous les autres, il y avait une dizaine de sénateurs qui sont venus, il nous a dit, et c'était une rencontre au Sénat russe, avec les sénateurs russes, ils nous ont dit qu'il ne faudrait pas que la Russie essaie de faire une ingérence dans les élections intermédiaires. Moi, je leur ai demandé, mais de quelle ingérence parlez-vous quand les républicains sont contre la Russie et les démocrates sont aussi contre la Russie? De quel côté pensez-vous que nous allons nous insérer dans cette élection américaine? Mais je pense qu'à force de répéter cette bêtise, ils se sont persuadés eux-mêmes que vraiment la Russie a une capacité d'influencer le résultat des élections américaines. Et c'est pour ça que pendant 4 ans, c'était un élément présent dans toute la rhétorique politique américaine, l'ingérence russe, bien que l'enquête du procureur Mueller n'a mené à aucun résultat. Vous avez remarqué, personne ne cite Mueller ces jours-ci. Il a passé 2 ans et demi et dépensé 35 millions de dollars pour prouver qu'il n'y avait rien du tout. Et toutes les déclarations qu'il a faites, c'était vraiment zéro sur la question de la collusion de Trump et de son équipe avec la Russie, l'ingérence russe. C'était très flou. Il n'y avait rien de tangible. Et aujourd'hui, Mueller, il est oublié. C'est fini. Il a servi une seule cause pour mettre en question le président Trump. Donc, toute cette attaque contre la Russie aux États-Unis avait le but de renverser Trump. Et c'est pour ça qu'on a parlé aussi beaucoup de l'ingérence. Maintenant, c'est Biden qui a choisi. Il est le chouchou du camp libéral aux États-Unis. On l'aime bien à New York, on l'aime bien à Washington. Les démocrates sont heureux. On ne va plus parler d'ingérence russe. Parce qu'il y a, bien que j'ai entendu quelques rebonds de cette campagne, j'ai entendu que les Russes ont pénétré le mouvement Black Lives Matter. C'est quelque chose de nouveau maintenant. On a pénétré la communauté afro-américaine pour diviser l'Amérique de l'intérieur. Voilà. Là, je me permettrai de ne pas répondre à ça parce que c'est même déjà au-delà de la bêtise qui est trop souvent démontrée par les médias américains. Mais vous craignez que la présidence de Biden va être encore pire, donc il va réussir à encore pire que Trump, et que, enfin, vous dites qu'ils envoient déjà des signaux d'une guerre froide qui sera encore plus prononcée entre les deux pays. Oui, je pense que Biden va essayer ce qui n'a pas réussi à Obama et ce qui n'a pas réussi à Trump. Il va essayer de changer la politique extérieure de la Russie par le mécanisme des sanctions, par le mécanisme de chantage, par le mécanisme de menaces, par le mécanisme de pression militaire sur la Russie. Je pense que tous ces mécanismes vont entrer en jeu et ce que l'Amérique veut obtenir, c'est une dominance
au moins en Eurasie, qui ne sera pas mise sous question par la Russie. C'est ça le but. Au fond, je n'ai pas l'impression que les États-Unis voudraient risquer un suicide en attaquant la Russie militairement. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est d'exercer une pression multidimensionnelle sur la Russie pour que le pays refuse beaucoup d'éléments de sa politique extérieure qui rendent les États-Unis malheureux et qui ne permettent pas aux États-Unis de jouer ce rôle d'hégémone qu'ils ont joué pendant une vingtaine d'années, après la chute de l'Union soviétique. Par exemple, les États-Unis ne sont pas contents par notre opération militaire en Syrie. Et nous ne considérons pas que cette opération va être finie. Bien que les Américains la considèrent comme néfaste aux intérêts américains au Moyen-Orient. Par exemple, ils pensent que la Crimée doit redevenir ukrainienne, mais la Crimée est inclue dans le territoire de la Russie. C'est aussi ce fait a été confirmé par les nouveaux changements dans la constitution du pays qui ont été approuvés au mois de juillet, et surtout un article a été ajouté sur l'inviolabilité des frontières russes. Donc, dans ces conditions-là, je pense que les Américains ne peuvent pas s'attendre à une réconsidération de plusieurs décisions dans la politique de la Russie qui ont été prises ces dernières années. Et donc, ça va générer de leur côté une pression encore plus accrue pour faire de sorte que la Russie refuse tout de même ces éléments de politique extérieure qui ne conviennent pas aux États-Unis. Donc, comme la Russie ne peut pas le faire, mais ne va pas le faire, donc je prévois une confrontation assez importante, avec peut-être quelques îlots de dialogue, par exemple sur le traité START 3, sur le traité qui a été signé par l'administration démocratique d'ailleurs, des démocrates, en 2010 par le président Obama. Donc c'est un héritage de M. Obama auquel, paraît-il, M. Biden est assez susceptible. Je veux dire qu'il voudrait considérer, comme il a dit, conserver le traité, mais je ne pense pas que le traité va être prolongé automatiquement. Il y aura des négociations probablement, je pense qu'il y aura quelques demandes américaines assez importantes, et je ne pense pas que toutes les demandes américaines pourraient être remplies par la Russie. Donc aussi, on verra dans ce domaine-là, où les Américains sont d'accord pour avoir un dialogue, on aura aussi, je pense, un processus assez compliqué de confirmation de ce traité, qui expire au mois de février d'ailleurs. Donc, c'est quelques domaines où il y aura, j'espère, un dialogue, par exemple sur le climat aussi, sur l'Iran peut-être, ne vont pas malheureusement changer le contenu des relations. Et le contenu des relations doit être défini par le côté américain comme une nécessité de faire pression sur la Russie pour faire changer sa politique extérieure. Et déjà, Biden a déclaré la Russie être l'ennemi principal des États-Unis. La Chine, c'est un pays avec lequel les États-Unis ont une compétition, c'est un compétiteur, et la Russie, c'est un ennemi. Alors là, il y a une certaine différence. Et je prévois que l'administration de Biden va essayer de relancer cette unité euro-atlantique qui a été mise sous question pendant la présidence du président Trump, au sein de l'OTAN aussi, sur une plateforme anti-russe. Donc, je pense qu'il y aura aussi une pression sur la France d'accepter une position plus en ligne avec celle
des États-Unis dans le domaine des relations avec la Russie. Effectivement, le président Biden a déjà annoncé, même sans attendre sa nomination, que l'Amérique était de retour prête à guider le monde, donc c'est ce qui risque d'arriver apparemment. Mais rapprochons-nous maintenant des frontières russes, quand ce sont des États de cette zone que l'on appelle en Russie l'étranger proche, qui ont été à la une de l'actualité internationale ces derniers mois, notamment l'Arménie et l'Azerbaïdjan, opposés par un violent conflit dans le Haut-Karabakh, ce territoire faisant partie officiellement de l'Azerbaïdjan mais contrôlé par les Arméniens. Le conflit a duré entre fin septembre et le 10 novembre et donc c'est la Russie qui a réussi à mettre fin par sa modération à ce conflit. De nombreux observateurs se sont étonnés ou ont carrément regretté le fait que la Russie n'ait pas aidé l'Arménie de manière plus rapide et plus franche, comme par exemple la Turquie a aidé l'Azerbaïdjan. Moscou a préféré garder son statut d'observateur, de médiateur, de conserver les bons rapports avec la Turquie et l'Azerbaïdjan et n'intervenir qu'en dernier ressort. Estimez-vous que l'accord qui a été signé le 10 novembre et qui a été très douloureux pour l'Arménie selon le propre aveu de Nicole Pachinian, est-ce que cet accord soit une victoire diplomatique russe? Oui, je pense que c'est une victoire diplomatique très importante parce que c'est la Russie qui a aujourd'hui 2000 casques bleus, enfin peacemakers, dans la région de Karabakh. C'est la Russie qui a réussi à rassembler les positions des deux pays, bien qu'en état de guerre. C'est la Russie qui a la capacité aujourd'hui de parler à Yerevan et à Bakou en même temps. C'est pas la Turquie. La Turquie est très mal vue à Yerevan, en Arménie, comme vous pouvez l'imaginer. Comme elle a aidé militairement l'Azerbaïdjan. Donc la Turquie possède une moitié de cet échiquier. Et le seul pays qui joue sur les deux côtés de l'échiquier, c'est la Russie. Aussi, il faut remarquer que les États-Unis et l'Union européenne ont été largement absentes de ce conflit. Les Américains étaient occupés par l'épidémie et par les élections. L'Union européenne, j'ai eu une impression que elle s'occupe surtout des questions européennes, court et dur. Je veux dire qu'il y a des problèmes avec la Pologne, la Hongrie, il y a un tas de problèmes à l'intérieur de l'Union européenne. Elle ne démontre pas une politique étrangère active. Et justement, le cas de la guerre pour le Karabakh a démontré que, à part quelques appels, à part cette tentative française de signer un armistice entre les deux côtés, à part quelques déclarations, vraiment les pays de l'Union européenne n'ont pas joué un grand rôle dans ce conflit, bien que les États-Unis et la France sont les co-présidents du groupe de Minsk, comme la Russie, qui devait garantir la paix dans cette région. Donc la Russie, dans ces conditions, a joué un rôle important parce que c'est la Russie qui a terminé la guerre. C'est la première chose. Deuxièmement, comme j'ai déjà dit, la Russie possède la capacité de parler aux deux côtés du conflit. Troisièmement, la Russie a toujours déclaré qu'elle va défendre l'Arménie en tant qu'allié militaire, mais que le Karabakh n'est pas considéré internationalement comme une partie de l'Arménie. Alors ça, c'est important. C'est très important parce que le Karabakh a été occupé par les Arméniens dans les années 90, mais pas un seul pays du monde n'a reconnu que c'est une partie de l'Arménie. Et donc, le traité de sécurité qui existe entre la Russie et l'Arménie, il ne parle pas du Karabakh. Le Karabakh est à l'extérieur de ce traité de sécurité. Et aussi, la Russie a proposé ces pourparlers décisifs entre les deux côtés quand les 7 régions qui appartenaient à l'Azerbaïdjan et qui ne font pas partie du Karabakh ont été prises par l'armée de l'Azerbaïdjan.
Donc cette région, c'était une certaine garantie géopolitique pour les Arméniens, pour la sécurité du Karabakh. Cette région, maintenant, font partie de l'Azerbaïdjan. Et cette région ont toujours été partie de l'Azerbaïdjan. Ils ne faisaient jamais partie de l'aréal arménien. Donc, on peut dire que c'était une démarche assez efficace, c'était une démarche logique, c'était une démarche qui a permis de terminer la guerre. Pour les Arméniens qui habitaient les régions du Karabakh propres, de revenir dans leur région, dans leur ville, dans leur village. Et aussi, la Russie se porte comme un garant de cette paix. Ce qui était aussi important parce que je ne vois pas quel rôle pourrait être joué par d'autres acteurs internationaux. Comme je dis, la Turquie est un peu trop de l'autre côté, je veux dire, elle est du côté de l'Azerbaïdjan, donc elle ne peut pas être garant d'une armistice aussi en tenant compte de l'histoire du génocide arménien et ainsi de suite. Donc, je pense que oui, c'était une victoire diplomatique. Ça a aussi démontré les capacités de la Russie en tant que superpuissance dans l'Eurasie. Et ça a aussi démontré qu'il doit y avoir, dans des conditions pareilles, de crise, il doit y avoir des acteurs internationaux qui sont capables de traiter avec de telles crises, parce qu'autrement, ça peut se développer et ça peut vraiment enflammer de plus grandes régions. Donc, oui, le fait d'avoir une guerre est négatif, mais le fait d'avoir mis fin à la guerre est positif. Et donc, je pense que la Russie, ici, a démontré une capacité diplomatique et politique de traiter de crises pareilles. Justement, quelques mots sur les rapports entre la Russie et la Turquie. Est-ce que la Russie a été contrariée par l'immixtion de la Turquie dans le Caucase et son parti pris très belliqueux dans ce conflit? Et est-ce que la Russie va réussir à tenir la Turquie en dehors du Karabakh? La Turquie n'a pas accès au Karabakh. Donc, il y a un point d'observation qui existe, qui a été créé, mais il est sur le territoire azerbaïdjanais. D'où la Turquie se dit prête à observer le maintien des conditions de l'armistice. Il y a une présence de la Turquie en Azerbaïdjan, c'est un fait, on ne peut pas le nier. On doit aussi prendre en compte que la Turquie est devenue un acteur très actif dans une région assez importante qui commence en Libye et qui se termine dans le sud du Caucase. Donc la Turquie se confirme comme un grand joueur dans cette région. On voit le rôle très actif de la Turquie en Syrie, en Méditerranée de l'Est, aussi dans le Golfe Persique, aussi dans les relations avec Israël. Donc la Turquie, aujourd'hui, devient un grand élément sur l'échiquier du Moyen-Orient, du Grand Moyen-Orient. Et il faut tenir compte de ça. C'est un pays qui a réussi à devenir très autonome dans sa politique extérieure, qui, étant membre de l'OTAN, occupe une position assez indépendante sur un nombre de questions, qui fait face aux Américains quand les Américains menacent la Turquie de sanctions parce que la Turquie achète du matériel militaire russe, et qui essaye de propager son influence sur un nombre de régions et aussi l'Azerbaïdjan. Donc, c'est un fait. Et comme en réel politique, il faut analyser les faits, et si les faits sont incontournables, il faut les accepter. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter n'importe quel rôle de la Turquie dans le Caucase. Nous pensons que c'est un rôle qui est déterminé par la relation entre Ankara et Bakou. Ce sont deux pays musulmans avec une culture très proche, avec une langue très proche. Donc je ne pense pas que la Russie se fixe comme tâche de limiter l'influence turque en Azerbaïdjan. Je ne pense pas que c'est faisable, surtout que l'Azerbaïdjan a reçu un appui militaire très important de la part de la Turquie dans cette tentative
faire revenir le Karabakh à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. Mais ce que la Russie entend faire, c'est d'être présente dans le Caucase du Sud, c'est d'être l'acteur le plus important, en tenant compte de son histoire et de ses relations avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et si la Turquie veut jouer un rôle positif dans ce processus, on n'aura pas de raison pourquoi elle ne pourrait pas jouer un rôle positif. Mais si, comme certains experts disent aujourd'hui, il y aura une tentative d'élargir la guerre sur le territoire de l'Arménie, je ne pense pas que ça va être considéré comme possible par la Russie. Et donc, les 2000 militaires aujourd'hui, les forces du maintien de la paix russe, qui sont aujourd'hui au Karabakh, c'est la garantie du non-renouvellement des actions militaires par l'Azerbaïdjan avec l'aide de la Turquie. Et nous comptons bien sur la réserve de la Turquie dans ce domaine, que la Turquie va observer les règles du jeu. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de réactions de la part des auditeurs, des spectateurs qui manifestent un grand intérêt et qui vous remercient pour votre intervention. Il y a aussi quelques questions qui m'arrivent aussi de la part des auditeurs. J'ai encore quelques questions, donc de ma part, on va essayer d'avancer un peu plus rapidement. Peut-être quelques mots sur la Biélorussie, parce que bon, ça a été aussi la scène de grandes turbulences cette année. Et donc c'est le pays dont le président réélu est contesté, donc a été contesté par une grande partie de sa population. La Russie a reconnu donc Alexandre Loukachenko comme le président légitime. Moscou refuse de dialoguer avec, à la différence de l'Union européenne, Moscou refuse de dialoguer avec Svetlana Tikhanovskaya, la chef de l'opposition biélorusse. Pensez-vous que ce soutien de Loukachenko, les relations avec lesquelles n'ont pas été faciles pour Moscou ces derniers temps, avant les élections, que ce soutien s'explique par une sorte de peur de perdre la Biélorussie comme on a perdu entre guillemets l'Ukraine en 2014 et par la transformation donc, de ces protestations biélorusses en un nouveau Maïdan violemment anti-russe? En fait, vous avez presque répondu à la question que vous avez posée parce que la Biélorussie est un allié très important pour la Russie. C'est un pays qui est traversé par les gazoducs et les oléoducs russes qui vont plus loin en Europe. Donc, la Biélorussie est importante pour la Russie du point de vue comme un pays de transit du pétrole et du gaz russe. Et nous voulons évidemment conserver la Biélorussie en tant qu'État allié et proche de la Russie. Donc c'est absolument évident. Nous ne le cachons pas. Aussi, nous pensons que la Biélorussie doit trouver un moyen de régler les problèmes intérieurs du pays à l'intérieur du pays, sans avoir recours aux forces de l'extérieur. Nous pensons que cette réforme constitutionnelle qui a été promise par le président Loukachenko doit aboutir à un règlement national sur le futur du pouvoir en Biélorussie. Comment le faire? Il vaut mieux demander cette question aux Biélorusses. Je sais que l'opposition est très sceptique envers ce processus constitutionnel, mais aussi l'opposition doit tenir en compte qu'elle n'est pas seule en Biélorussie. Et je dois vous dire que, oui, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués du président Loukachenko, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont vu le développement de l'Ukraine après le Maïdan. Et le développement de l'Ukraine est très, très, très négatif. L'Ukraine a perdu 50% de son produit national brut. En 2013, c'était 192 milliards de dollars. Et en 2015, c'était déjà 98 milliards de dollars. Jusqu'aujourd'hui, le produit national brut de l'Ukraine n'est pas revenu au temps de Yanukovych le maudit,
sous lequel, paraît-il, l'Ukraine dégradait, mais à vrai dire, avec toute la corruption qui faisait partie de la présidence de Yanukovych, l'Ukraine était beaucoup plus à l'aise ces temps-là qu'aujourd'hui. Et les taux de développement étaient beaucoup plus importants. Donc l'Ukraine a démontré que une révolution n'est pas nécessairement une bénédiction, que ça peut tourner mal. Peut-être, parfois, ça peut tourner pour le mieux, mais en Ukraine, ça a tourné pour le pire. Et je pense qu'en Biélorussie, une grande partie de la population a ressenti cette menace de la répétition de l'expérience ukrainienne. Et même s'ils sont très critiques de Loukachenko et fatigués de Loukachenko, ils ne voudraient pas qu'un groupe de manifestants sans expérience, sans capacité de traiter les questions économiques, et complètement dépendant de la Pologne et de la Lituanie, vient au pouvoir à Minsk. Et c'est pour ça que cette situation est vraiment dualiste en Biélorussie. Il paraît que l'opposition existe toujours, elle est assez active, mais elle n'a pas le soutien de la majorité de la population, parce que s'il avait ce soutien, le pouvoir de Loukachenko n'aurait pas tenu. Donc il y a une grande partie assez passive des Biélorusses qui observent le processus, qui ne voudraient pas aller du côté de l'Ukraine, de répéter l'expérience négative de l'Ukraine, et qui voudraient que cette situation de conflit trouve une résolution à l'intérieur du pays. Comment ça va se passer? Je vais m'abstenir de prédictions, mais je pense que une solution doit être trouvée entre les dirigeants actuels de la Biélorussie et la société biélorusse. Une solution qui pourrait donner une possibilité pour ce pays de progresser et de sortir de cette impasse, parce qu'aujourd'hui c'est une impasse. Où elle se trouve? La Russie va soutenir les développements qui vont mener dans cette direction. Mais nous ne sommes pas intéressés à avoir un Maïdan en Biélorussie, à avoir un renversement du pouvoir qui va tourner la Biélorussie dans un côté nationaliste anti-russe. Nous pensons que ça serait mal pour la Russie, mais ça serait mal aussi pour les Biélorusses. Et donc, c'est pour ça que la Russie a adopté une position très délicate envers la Biélorussie. On n'a jamais dit qu'on ne soutient pas le processus de réforme dans le pays. On a appelé, ce qui a été fait par notre ministre des Affaires étrangères, M. Lavrov, on a appelé le président Loukachenko à procéder avec les réformes constitutionnelles nécessaires. Nous espérons que les Biélorusses vont trouver une sortie. Mais on ne veut pas leur dicter cette sortie et on ne veut pas que d'autres pays de l'Europe leur dictent cette sortie. C'est la crise ukrainienne dont on vient de parler qui a beaucoup envenimé les relations entre la Russie et l'Union européenne en 2014. Quels sont ces rapports aujourd'hui? Quelle a été leur évolution donc, entre Bruxelles et Moscou? Comment ça s'est passé en 2020? Est-ce que l'incident avec Alexei Navalny a affecté encore ces rapports, a accru encore ces tensions entre Bruxelles et Moscou, l'incident qui prend d'ailleurs des proportions tout à fait rocambolesques? Donc, est-ce que voilà, vous avez un élément à nous apporter dessus? À mon avis, ce qui s'est passé entre la Russie et l'Union européenne est le résultat non pas de la politique de la Russie, mais d'une tentative de la part de l'Union européenne d'élargir sa zone d'influence sur l'Ukraine. Parce que, si je dis ça, c'est parce que le Maïdan a été vraiment très très soutenu par les pays de l'Union européenne. On a vu des ministres des Affaires étrangères de quelques pays européens venir sur le Maïdan et prononcer des discours qui visaient évidemment à l'affaiblissement et au renversement du pouvoir
légal d'ailleurs du président Yanukovych. Il a été élu pendant les élections, reconnu par tous les leaders européens et internationaux. Et donc, ce n'était pas un président qui a saisi le pouvoir par la force. Il l'a acquis par la force des élections. Et donc, l'apparition de plusieurs parlementaires, personnages politiques européens sur le Maïdan a été considérée en Russie comme une ingérence directe dans les affaires de l'Ukraine. Et une tentative de faire de l'Ukraine une partie de la zone d'influence de l'Union européenne qui, par cela, obtenait une nouvelle raison d'être, qui a donné une confirmation de l'attrait économique, politique et géopolitique de l'Union européenne pour d'autres pays. Je pense que cette tentative de faire entrer l'Ukraine dans l'Europe par ces moyens-là a échoué. Elle a échoué déjà quand 3 ministres des Affaires étrangères de 3 pays de l'Europe, de la Pologne, de la France et de l'Allemagne, ont garanti un accord entre Yanukovych et l'opposition. C'était en février 2014, et cet accord a été déchiré par l'opposition le jour suivant. Et quand j'ai posé la question à un des participants à cet accord du côté européen, un de ces 3 ministres, il m'a dit « Mais que voulez-vous que nous fassions? C'était une révolution. » Écoutez, si vous donnez des garanties, alors faites de sorte que la révolution suit certaines règles. Autrement, il ne faut pas donner de garantie à M. Yanukovych qu'il y aura des élections dans les délais prévus et ainsi de suite. Donc c'était une garantie, je pense, à l'échelle internationale la plus courte dans l'histoire de la diplomatie, qui a duré 24 heures. Et c'est l'Union européenne qui a donné cette garantie qu'elle n'a pas tenue. Donc, je pense que voilà ce désir de faire entrer l'Ukraine en Europe, économiquement, politiquement, et contre la Russie, c'est important. Je pense que ça a joué un très grand rôle dans cette détérioration des relations entre la Russie et l'Europe. Et aussi, cette position qui a été adoptée au sein de l'Union européenne, que la question ukrainienne, c'est le plus important qui existe entre la Russie et l'Europe. Ils nous ont dit, avant qu'on ait traité la question, on ne peut pas faire business as usual, des affaires comme avant. Et donc, la Russie et l'Europe sont devenus des otages de cette position, que l'Ukraine, c'est le plus important. Est-ce que l'Ukraine, vraiment, aujourd'hui, est la question la plus importante dans la politique internationale? J'ai mes doutes, je dirais. Et j'espère que l'Europe va évoluer sur cette question, parce qu'il y a beaucoup d'autres crises, il y a beaucoup d'autres problèmes internationaux, comme la pandémie, par exemple, qui nécessite une coopération internationale. Il y a la Libye, il y a la Syrie, il y a la question de l'Iran, il y a beaucoup de problèmes qui nécessitent un dialogue entre la Russie et l'Europe. Mais si l'Europe continue de dire c'est l'Ukraine la chose la plus importante, le futur de Donbass, et on ne peut pas avancer avant qu'on a trouvé une solution à cette question, je ne pense pas qu'on pourra changer de discours. Donc c'est un dialogue qui a été gelé par l'Union européenne, pas par la Russie. C'est l'Union européenne qui a déclaré en 2015 ou 2016 que la coopération stratégique s'est terminée entre l'Union européenne et la Russie. Et donc c'est l'Union européenne qui a commencé à prendre des sanctions contre la Russie, et la Russie a répondu plus tard, d'ailleurs une année plus tard. Et donc je pense que les clés de cette situation se trouvent dans les mains de l'Union européenne. Si elle veut geler toujours cette relation va rester en état de gel. Si ceux qui dirigent l'Union européenne décident que le dégel est nécessaire, il y aura un dégel. En ce qui concerne le cas de M. Navalny, je veux dire premièrement que M. Navalny est vivant, ce qui est assez important, à la différence d'un journaliste connu saoudien qui a été tué dans les circonstances connues dans le monde entier, ce qui n'a pas mené à une chute de relations entre l'Arabie saoudite et les pays européens, si je peux me permettre de rappeler cette situation. Et donc le journaliste est mort.
Les pays de l'Europe n'ont pas réagi d'une manière très forte à cette mort, qui était aussi un élément important dans la politique internationale il y a 2-3 années. Donc, je pense que le cas de M. Navalny s'est rajouté à cette tendance négative. Je ne pense pas qu'il va jouer un rôle de facteur décisif. Je pense qu'il se rajoute à cette tendance négative qui s'est déjà confirmée dans les relations entre l'Europe et la Russie et qui alourdit cette tendance, qui ajoute un élément émotionnel négatif au contexte de nos relations. Mais ce n'est pas un cas à part, je dirais. C'est pas un cas, c'est pas un tournant, c'est pas quelque chose de neuf qui va donner une nouvelle tournure aux relations. Les relations étaient en état de détérioration déjà assez important, et ça vient se rajouter et aussi la réaction européenne, ça vient se rajouter à cette situation déjà extrêmement compliquée. Donc, je ne pense pas que dans les temps, les années qui viennent, qu'il y aura une sortie facile de cette crise entre la Russie et l'Union européenne. Et que dire plus spécifiquement des relations entre Paris et Moscou? Parce que le président français Emmanuel Macron a fait quelques pas, ou du moins quelques déclarations, qui témoignent de son désir d'améliorer les relations avec la Russie. Il a plaidé pour la coopération renouvelée, la confiance rebâtie, etc. Est-ce qu'il y a eu des actes, des mesures qui ont suivi ces déclarations? À quel point sont aujourd'hui les relations franco-russes? À mon avis, la France se trouve dans une situation dualiste. La France, en tant que pays avec des traditions de souveraineté, de gaullisme, historique d'un pays avec une politique autonome au sein de l'Alliance occidentale, est intéressée à avoir un dialogue approfondi avec Moscou. Mais d'un autre côté, la France dépend de ses relations avec les États-Unis et dépend de sa position d'un pays membre de l'Union européenne. Donc, elle doit tenir compte de ces deux dimensions, de l'appartenance à l'OTAN, de l'appartenance à l'Union européenne, du fait qu'elle est un allié des États-Unis, et de l'autre côté, c'est la nécessité d'un dialogue avec la Russie. Je pense que le président Macron a démontré ce dualisme de la politique française, que la France est intéressée, oui, mais elle appartient à un camp où la Russie est considérée comme un adversaire et au pire comme un ennemi par un nombre de pays qui sont des alliés de la France. Je parle de la Pologne, par exemple, je parle des pays baltes, je parle de la Roumanie, je parle de la Suède, de la Bretagne aussi, bien qu'elle ne fasse plus partie de la Grande-Bretagne, qu'elle ne fasse plus partie de l'Union européenne, elle fait toujours partie de l'OTAN. Et donc, elle est un allié de la France. Et tous ces pays, tout ce groupe de pays, il est très fortement motivé contre la Russie. Il a toujours été. Et donc, la France, elle se trouve dans une situation assez difficile. Je me rappelle que dans cette interview au journal l'Economist, le président Macron, à part d'avoir dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale, il a aussi dit qu'il essaiera d'influencer la Pologne et les pays baltes sur les questions de la relation avec la Russie. Je ne sais pas ce qui a été fait dans cette direction, mais je n'ai pas vu de grands changements ni dans l'orientation de ces pays, ni dans la politique de l'Union européenne. Donc, peut-être le président Macron a besoin de plus de temps pour effectuer ce dialogue avec les alliés de la France qui lui interdisent d'avoir un dialogue approfondi avec la Russie. Parce que, faisant partie de l'Union européenne, la France sera toujours limitée
par la position commune de l'Union européenne. Ayant dit ce que j'ai dit, je voudrais toujours tout de même souligner que, à mon avis, le dialogue franco-russe a plus de perspectives qu'avec beaucoup de pays de l'Europe. Je pense que la France entre dans ce groupe de pays, comme l'Autriche, la Finlande, l'Hongrie, l'Italie, l'Espagne, qui considèrent que le maintien de relations avec la Russie est nécessaire, non seulement pour le dialogue en tant que but en lui-même, mais qui est nécessaire pour traiter les questions de sécurité en Europe et aussi dans le monde entier. Et oui, parce que la Russie, c'est un pays, un membre permanent du Conseil de sécurité, c'est un pays nucléaire, c'est un pays très important dans la région de l'Eurasie au moins. Et donc, je pense que ces pays ont raison, que l'Union européenne gagne géopolitiquement si elle a un dialogue avec la Russie. Elle perd géopolitiquement si elle devient une deuxième édition de l'OTAN sur l'échiquier international. Donc, c'est aux Européens de décider s'ils veulent un dialogue ou non, mais ce qui a été fait par le président français, à mon avis, c'était fait pour conserver ce dialogue. Et je me rappelle des visites qui ont eu beaucoup de succès du président Poutine en France et du président Macron en Russie. Et donc, je pense que la France est toujours dans une meilleure position qu'un grand nombre de pays européens pour relancer ce dialogue dans le futur. Merci. Je vois que vous avez par ailleurs répondu par votre réponse détaillée à quelques questions venant des auditeurs. Donc, on me signale qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je me permets donc de vous poser ma dernière question qui concerne les perspectives de la Russie dans le monde qui va peu à peu, espérons-le, sortir de cette pandémie. Dans votre livre « Le jeu russe sur l'échiquier global », traduit et publié en France l'année dernière, vous avez expliqué entre autres pourquoi la Russie ne peut pas avoir une politique sans envergure, sans ambition, pourquoi elle ne peut pas renoncer à consolider et à étendre son influence dans le monde. Pensez-vous que la Russie va se retrouver plus influente dans le monde post-Covid où le modèle globaliste bat de l'aile et est fragilisé et où le modèle de l'État souverain est réactualisé? Le jeu russe sur l'échiquier global sera-t-il modifié par la pandémie, par cette expérience mondiale de la pandémie et par ses conséquences? Comme j'ai déjà dit, la pandémie est un facteur qui nécessite une correction des relations internationales, mais qui ne va pas les changer profondément. Et donc, la pandémie catalyse certains processus, comme par exemple la confirmation de la Chine en tant que puissance économique numéro 1 dans le monde. Voilà, les dernières évaluations du Fonds monétaire international démontrent que en 2020, le produit national brut de la Chine touchera 24 trillions de dollars, tandis que le produit brut américain ne va pas surpasser 21 trillions de dollars. Donc il y a un grand écartement entre la Chine et les États-Unis au bénéfice de la Chine. Et c'est le résultat de la pandémie, parce que la Chine, c'est le seul pays au monde qui a su conserver une dynamique positive pendant cette année dans le domaine de l'économie. Je pense que la Chine va rajouter 2% à son produit national brut. Les Américains vont perdre près de 4,5%, 5%. L'Union européenne, les pays différents perdent de 6 à 9%, jusqu'à 10% de leur produit national brut. Et donc, je pense que déjà, voilà une conséquence directe de cette pandémie, c'est ce qui est arrivé à la Chine. Je pense que ça serait arrivé de toute façon, mais peut-être ça aurait pris 5 ans de plus ou 10 ans de plus pour la Chine de contourner les Américains dans cette course vers la position du pays, de la puissance économique numéro 1 dans le monde. Mais c'est arrivé déjà cette année. Ce qui est aussi arrivé pendant cette année, à mon avis, c'est la fragilisation des États-Unis.
en tant qu'État national. On n'a jamais vu une telle crise aux États-Unis, comme cette année. On n'a jamais vu de mouvement de protestation d'une telle envergure aux États-Unis, comme cette année. On n'a jamais vu une rupture dans la classe politique des États-Unis, comme cette année, entre ceux qui soutenaient Trump et ceux qui soutiennent Biden. On n'a jamais vu un décalage aussi agressif et aussi important entre deux parties du pays, un qui a voté pour Trump et l'autre qui a voté pour Biden. Et donc, je pense que la stabilité intérieure, aujourd'hui, devient un critère très important de la capacité du pays de faire face aux défis du XXIe siècle. Et je ne pense pas que les Américains sont vraiment dans une très bonne position, justement parce que cette division interne, elle subsiste toujours. Il paraît même que Trump veut lancer sa nouvelle campagne électorale de 2024 pendant l'inauguration du président Biden, le 20 janvier de l'année suivante. Ça peut sembler un peu, comment dire, comme une blague, mais à regarder les États-Unis se diviser en deux camps, comme pendant une guerre civile politique, je pense que cette division ne va pas s'éclipser dans les années qui viennent. Je pense que les États-Unis vont exister dans cette situation de dualité intérieure. Et donc, ça ne va pas les rendre plus puissants à l'échelle internationale. Je pense que la Russie, dans ces conditions, elle va continuer sa politique. La politique que j'ai décrite dans mon livre. Elle ne va pas changer dramatiquement ses orientations. On me demande souvent si la Russie va se réorienter vers l'Orient et oublier l'Occident. Non. Non. Parce que nous sommes un pays qui regarde des deux côtés du globe. Nous avons des relations assez importantes, toujours commerciales, avec l'Union européenne. Je pense qu'on a conservé un commerce de 280 milliards de dollars, quelque part. C'est beaucoup moins qu'avant la crise ukrainienne, mais toujours c'est une somme assez importante. On a de très bonnes relations avec la Chine, et je pense que les États-Unis doivent tenir compte de ça, et que cette politique de double animosité de Washington envers Moscou et Pékin, c'est une politique assez dangereuse pour les États-Unis eux-mêmes. Je me rappelle une maxime d'Henry Kissinger qui disait que Washington peut se permettre d'avoir de mauvaises relations avec Pékin s'il a de bonnes relations avec Moscou. Il peut se permettre d'avoir de mauvaises relations avec Moscou s'il a de bonnes relations avec Pékin, mais ce que les États-Unis ne peuvent pas se permettre, c'est d'avoir de mauvaises relations avec Moscou et Pékin en même temps. Et alors, justement, je pense que l'administration de M. Biden va tomber dans ce piège. À force de vouloir affirmer leur domination internationale, ils vont avoir de mauvaises relations avec la Chine et avec la Russie. Ils parlent aujourd'hui déjà qu'il faut modérer les ambitions impériales de la Chine, mais où? Dans la mer sud chinoise. Ce n'est pas vraiment une région qui appartient aux Américains. Et les Chinois ne vont pas céder sur cette question. Ils ne vont pas céder sur Hong Kong. Ils ne vont pas céder sur leurs prétentions territoriales près de leurs frontières. Là, il n'y a pas de consensus, il n'y aura pas de compromis entre les Américains et les Chinois. Donc, ou bien les Américains acceptent une Chine qui amplifie sa présence internationale, surtout en Extrême-Orient, ou bien il y aura un clash, une confrontation entre la Chine et les Américains. Et je dois vous dire que le facteur américain, en tant que pays qui considère la Russie et la Chine comme ennemis ou adversaires, ça renfermit bien sûr la relation entre la Russie et la Chine. Et donc, je pense qu'on va développer cette relation, on va élargir notre influence dans la région du Moyen-Orient, qui aujourd'hui s'est retrouvée sans vraiment leadership américain, avec la présence de plusieurs forces internationales qui ont leur jeu à eux-mêmes. Par exemple,
Est-ce que quelqu'un a une solution pour la Libye? Si oui, je voudrais l'entendre. Et qui a la capacité de résoudre la crise en Libye? Donc il y a beaucoup de joueurs. La Russie est un de ces joueurs. Et la Russie a de très bonnes relations avec l'Égypte, par exemple, une présence en Syrie. On a une relation importante avec la Turquie. Et aujourd'hui, c'est un pays un peu dissident, un peu où elle se trouve, la Turquie a une politique autonome. Mais la Russie, pour elle, c'est un atout important dans le jeu international à eux. Donc je pense que la Russie va être un acteur très, très actif sur l'échelle du Moyen-Orient, comme je l'ai déjà dit, en Asie. Et en Europe, écoutez, c'est à l'Europe de décider. À mon avis, on peut se passer d'une relation avec l'Union européenne, à vrai dire. Si l'Union européenne ne veut pas de nous, bon, on pourra s'en passer, vous voyez, nous survivons 6 années de sanctions. Je pense qu'on peut s'en passer. Mais est-ce qu'on perd d'une manque de relations positives avec l'Union européenne? Oui, nous perdons, mais nous pensons aussi que l'Union européenne perd aussi. Et pas seulement en euros, bien que c'est assez important, surtout pour les pays qui avaient tendance à exporter beaucoup en Russie, comme l'Italie, comme la Grèce, comme ceux qui ont été touchés par les sanctions économiques russes dans le domaine du secteur agricole. Donc, il y a des pertes importantes. Là, je sais qu'une grande partie du parti, enfin, pas une seule compagnie allemande n'a quitté la Russie pendant ces 6 années de sanctions. Et je sais que les investissements allemands continuent toujours en Russie, malgré les sanctions. Donc, il y a un côté économique évident, mais aussi je pense que Macron a raison. Il y a un côté géopolitique évident. Où est-ce que l'Europe veut aller? Veut-elle devenir comme la Grande-Bretagne, une addition à la politique étrangère des États-Unis, ou elle veut avoir une politique qui serait je dirais, qui serait européenne à l'intérieur de l'Alliance occidentale. Il y a une différence là. Et je pense que le président Macron, il ressent cette différence. Et je pense que si l'Europe n'a pas de relation spéciale avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, avec les grands pays du monde contemporain, les grandes puissances du monde contemporain, les puissances piliennes, je ne pense pas que l'Europe pourra jouer un rôle important dans le monde actuel. Donc, je pense que dans ces situations-là, la Russie va continuer de considérer la possibilité d'une amélioration des relations avec l'Europe. Mais si l'Europe n'est pas prête, on peut s'en passer, on va attendre le moment où elle est prête. Eh bien, l'année 2021 nous en dira plus. On va s'arrêter ici. De la part de toute l'équipe du Dialogue, je vous remercie infiniment pour cette interview très riche, très dense. Je remercie aussi tous les auditeurs, tous les spectateurs du Dialogue. Ceux qui n'ont pas pu nous voir depuis le début, ils vont pouvoir retrouver cette vidéo sur le site du Dialogue. Eh bien, de ma part, je souhaite à tout le monde une très heureuse année, joyeux Noël, bonnes fêtes et à bientôt. Et je voudrais me joindre à vos vœux, à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui vont nous regarder. Au revoir. Merci. Merci.